Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marie, qui vient parler de son histoire. Donc c'est un témoignage par rapport à sa médiumnité, que tu as découvert depuis de très 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 longtemps, mais que tu ne savais pas mettre de mots dessus. Et aujourd'hui, j'ai compris que tu avais envie d'en parler pour justement peut-être aider les personnes qui vivaient cela tout petit et qui ne savent pas à qui en parler. Donc, je vais te laisser te présenter et puis au fil de la présentation, je te poserai peut-être des petites questions pour t'aider peut-être à donner les éléments que les personnes qui se posent des questions par rapport à cela. Donc, vas-y Marie, présente-toi et dis-nous du coup un petit peu ton histoire. Coucou tout le monde, du coup. Alors, je sais pas si tu voulais parler juste avant de tes petites bulles de conscience pour te présenter ou pas. Oui, effectivement, si T'as oublié. je suis tellement tournée vers toi que oui, on s'était dit que je me présenterais. Donc moi, je suis Chantal Blanchoin. Pour certains, je suis déjà connue sur YouTube parce que je fais des petites bulles de conscience qui ont pour objet de prendre conscience justement de nos mal-être, de nos croyances qui nous limitent, etc. Et de faire prendre conscience que ce n'est pas une fatalité, que tout ce qui nous encombre, c'est là pour justement nous guider et faire en sorte de s'en libérer pour avoir une vie meilleure et beaucoup plus légère et beaucoup plus sereine. Et donc, du coup, je fais ces bulles de conscience justement pour expliquer, moi, mon expérience et faire écho chez vous tous qui peut-être ressentez des choses mais qui n'osez pas en faire état ou vous pensez que c'est comme ça et qu'il n'y a rien à faire. Si, il y a des choses à faire pour se libérer. Et justement, en parallèle, je fais des interviews avec des personnes comme toi, Marie, qui sont qui sont thérapeutes ou qui sont praticiens, enfin qui sont dans le bien-être, l'évolution personnelle pour aider les autres à se libérer justement de tout ça. Parce que parfois, tout seul, c'est très compliqué. On a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on ne sait pas et ça bloque et ça tourne en rond dans notre tête. Et moi, j'avoue que je me suis fait beaucoup aider par des praticiens, des thérapeutes en qui j'ai toute confiance. Et vraiment, j'en suis ravie parce que toute seule, j'en serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je te remercie, Marie, de m'avoir permis de me présenter. Et puis, écoute, je te laisse la parole si tu veux te présenter à ton tour. Ok, bah oui, c'est normal. T'as fait tes jolies bulles de conscience, il fallait en parler. Alors, de mon côté, comment me présenter pour l'instant, je dirais que je suis actuellement médium et thérapeute énergéticienne. Et j'ai du mal avec les étiquettes, donc on va dire ça aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être encore différent. Est-ce que tu veux que je parle de comment ça s'est produit petit? Oui, en fait, aujourd'hui, donc tu te sers de cette, on va dire, de tes capacités pour aider les autres, mais tu as eu un cheminement, j'ai compris, un petit peu difficile pour en arriver là. Donc, il me semble que déjà toute petite, tu avais des sensations, je sais pas, comment ça s'est manifesté pour toi? Alors, c'est vrai qu'en fait, dans mon métier ou sur les salons du bien-être ou quand je faisais des conférences ou des séances de médiumnité en public, il y a une question qui revenait souvent, c'était comment vous avez fait pour en arriver là? À l'époque, on me trouvait jeune aussi par rapport à ce que je faisais, parce que quand j'ai commencé, j'avais j'étais proche de la vingtaine en fait. Ça étonnait un peu les gens d'avoir un chemin si spirituel à cet âge-là. Et du coup, je devrais leur répondre, mais à chaque fois, tu n'as pas le temps, en fait, clairement, de décrire tout ton parcours. Et je trouvais que c'était c'était dommage, en fait, de donner que ça, parce que c'était pas la vraie vision de ma vie, finalement. Donc, du coup, oui, petite, en fait, ça s'est déclaré très jeune, en fait. Je pense que je suis un peu née comme ça, mais j'arrive pas vraiment à m'en souvenir. Quand tu es petit, tu te dis pas « Ah, je suis médium ». Non, tu dis pas du tout comme ça. Et pour ma part, c'est vrai que je l'ai vécu de manière assez négative, puisqu'en fait, les ressentis médiumniques que j'avais étaient quand même plutôt tournés du côté négatif.
parce que j'avais certainement, enfin c'est sûr, en moi des émotions qu'il fallait régler d'abord avant de pouvoir utiliser mes capacités. Donc, quand tu dis négatif, ça veut dire quoi en fait? Parce que alors, quand j'étais toute petite, en fait, donc quand je dis petite, c'était vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, j'avais des sortes de visions. Alors, c'est des visions, c'était pas comme si je te voyais toi, c'était plus des choses intérieures. Et c'est comme si ça m'arrivait dessus. J'avais aucun contrôle sur ces visions-là. Et pour le coup, c'était pas des belles visions. C'était, je sais pas si je peux le dire, enfin, c'était un peu sanguinolent, c'était très violent en fait. D'accord. Okay. Donc c'est pas quelque chose que, en tant qu'enfant de 3 ans, tu as envie de t'imaginer, tu es plutôt dans ton monde de bisounours, voilà. Ouais. Et pour chasser ça, parce que déjà, je n'osais pas en parler, c'était quelque chose dont j'avais honte. Déjà toute petite, tu as pris conscience que c'était pas quelque chose qu'on pouvait parler de ça? Ouais, en fait, je sais pas, c'était tellement bizarre. C'était tellement bizarre et je voyais bien qu'autour de moi, plus tard, après en grandissant, j'ai essayé un peu d'en parler parce qu'en fait, ça a duré longtemps. À 3 ans et demi, 4 ans, c'était vraiment très très fort et violent. Et après, je me suis traînée jusqu'à mon adolescence. J'avais appris à le gérer. Mais en parlant aux autres enfants, je me disais, mais non, en fait, ils sont pas ça. Ils vivent pas ce genre de pensées qui viennent. Enfin, c'était entre pensée et vision qui vient à l'esprit et ça, c'est comme un filtre et que tu ne contrôles pas. Et puis, je voyais bien que c'était pas moi qui le voulais parce que c'était des choses qu'en fait, à 3 ans, tu n'es pas capable d'imaginer par toi-même la plupart du temps. Donc, ça m'appartenait pas. Pour moi, je le vivais vraiment comme une intrusion psychique. Et j'avais développé un tic. Donc, je contractais tout comme ça et pour chasser en fait ces visions, pour qu'elles me lâchent. Si bien que comme j'en avais tout le temps, et ma famille me disait « Ah, mais tu as des tics ? Tu as des tics nerveux ?» Et c'est en fait en entendant leur discours, je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que je fais ça. » J'avais pas pris conscience que je faisais ce geste en fait qui était différent des autres. Et comme ils m'ont fait la réflexion, je me suis dit bon il faut que c'est vrai, c'est pas joli, il faut que j'arrive à le cacher un petit peu, enfin à gérer ça un peu mieux. Donc après j'ai réussi à ne garder qu'un simple geste qui était plutôt discret, qui m'a suivi pareil tout le long de mon adolescence. D'accord. Et puis en fait au bout de je dirais 1 ou 2 ans, c'est difficile, j'ai plus trop la notion du temps maintenant. Les visions sont parties au loin, m'ont lâché un petit peu la grappe et c'est resté, mais de manière plus légère. Donc, je pouvais quand même vivre. Donc, toute seule, tu as expérimenté le fait tu as appris à te libérer de ça, quoi, en fait. Personne. J'étais un peu obligée, c'était un peu de la survie. Donc, j'ai pas vraiment mentalisé tout ça à l'époque. Après, il s'est passé d'autres choses. Je sais pas si tu veux que j'en parle de suite. Pourquoi pas? Parce que en fait, je trouve que c'est intéressant que tu dises ton cheminement. Parce que ce que j'avais compris, c'est que l'autre jour, quand on avait discuté, tu disais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah c'est super cette capacité-là. Moi j'aimerais bien. C'est vrai que je sens que je pourrais éventuellement. Mais moi, ce que j'ai compris dans ton discours, c'était que attention, parce que c'est pas si simple et c'est pas ça se fait pas comme ça et il y a tout un processus que toi tu as vécu puisque tu l'as vécu depuis ton enfance et que peut-être il y a des enfants qui vivent ça aujourd'hui et moi mon intention aujourd'hui c'est de se dire que les enfants qui vivent ça, les parents sont peut-être démunis, mais il y a peut-être des moyens, comme toi, tu as réussi à expérimenter ce fait de demander, peut-être, tu vas expliquer comment tu as réussi à te libérer des choses qui t'empêcheraient, et peut-être d'aider, de donner des petits conseils aux enfants qui sont dans cette expérience-là. Je me dis que ça peut aider, puisque toi, tu l'as vécu et que tu as réussi. Voilà. Donc, où tu en es, ton processus, comment ça s'est passé. Comment ça s'est développé. Et quels conseils tu pourrais donner justement aux personnes qui vivent ça et qui trouvent ça plutôt négatif. Oui, c'est vrai que c'est ce que je t'avais dit la dernière fois quand on s'était un petit peu parlé, que souvent les gens, parce que là je fais actuellement un atelier pour apprendre à communiquer avec ses guides ou même en séance publique quand je donnais les messages, les gens trouvent ça génial d'être comme ça,
Et il y en a beaucoup qui voudraient que ça vienne automatiquement en faisant quelques exercices, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, moi, c'est depuis ma naissance que je suis en initiation. Donc forcément, aujourd'hui, j'ai peut-être développé cette capacité, mais elle n'est pas venue du jour au lendemain. Et surtout, oui, il y a eu de la souffrance. Je pense que n'importe quel médium a traversé de la souffrance d'une manière ou d'une autre. Il y en a beaucoup qui vivent des EMI, des expériences de mort imminente. Il y en a d'autres, c'est la souffrance parce que tu es différent. Clairement, ça, je pense que quand tu es médium, tu es obligé d'y passer plus ou moins, de souffrir du rejet, hein, clairement, que tu peux avoir parce que tu es différent, parce que tu es bizarre, parce qu'on va te prendre pour un fou, etc. Parce que alors tu te sens différent aussi. Tu te sens différent, bien sûr. Pas forcément les autres, hein, mais... tu as l'impression d'être en décalage. Voilà, on se sent en décalage, donc on ne se sent pas vraiment intégré. Je comprends. Ouais. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut prendre le chemin dans son ensemble et être patient, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et sinon, pour en revenir à l'enfance, du coup, c'est vrai que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que, et c'est important pour la suite, c'est qu'à la base, j'étais aussi hyper anxieuse, hyper timide, vraiment timide maladive. J'avais des angoisses d'abandon extrêmes. Fallait surtout pas me laisser toute seule dans une pièce. Enfin, je pense que c'était pas évident pour ma famille de gérer ce côté-là. Et ça m'a suivi aussi pendant assez longtemps, surtout la timidité. Ensuite, plus tard, j'ai développé d'autres complexes, plus par rapport au corps, etc. Le fait que j'étais pas bien dans mon corps. Même petite, j'avais du mal à marcher. J'avais l'impression que mon corps, il m'appartenait pas vraiment. Que j'étais là, mais sans être là complètement. Et je me souviens de mon père qui m'engueulait, qui me disait « Mais tu sais pas marcher, c'est pas possible, tu fais que tomber. » Et moi, je pense que j'en ai développé un petit complexe par rapport à ça, en me disant « C'est vrai, je sais pas manipuler mon corps, je sais pas le gérer. » Donc, j'ai grandi avec tout ça dans la tête. Et puis, quand on est petit, enfin, c'est pas dans toutes les familles, mais moi, dans ma famille, à l'époque, on m'a proposé d'aller faire du catéchisme. Et ça, c'est quelque chose d'assez marquant, je pense, dans mon existence. Alors, à l'époque, moi, ma famille, elle n'est pas super pratiquante, donc c'était plus oh, bah écoute, c'est cool comme activité, va faire du caté, est-ce que ça te dit? On me l'avait plus présenté comme un loisir, donc en fait, j'y suis allée gaiement. Et quand il y avait les cours, je me suis très vite heurtée au petit problème, c'est que je ne croyais pas en Dieu. Et quand tu es au caté et que tu ne crois pas en Dieu, bah, du coup, tu dis « Ah, c'est compliqué ». Je voulais bien croire en Jésus, tu vois, des trucs qui étaient assez concrets, mais tout ce qui était... Alors, les esprits, par exemple, dont on parle quand même au catéchisme un petit peu, pour moi, ça n'existait pas. C'était vraiment impossible. Je ne comprenais pas. Donc, ça m'a beaucoup torturé l'esprit, je dirais, autour de la primaire, où je me posais vraiment des questions tous les soirs. Je me souviens d'être mal dans mon lit, de pleurer, parce que je me dis, mais il y a quoi après la mort? Est-ce que Dieu, il existe vraiment? Et je pense que tout ça, c'est parce que ça touchait des choses un peu plus profondes qui m'y paraissaient. Et c'était pas que le catéchisme le problème, en fait. C'est-à-dire que c'était pas un problème. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et en fait, arrivé à l'adolescence, je réfléchis en même temps si je n'oublie pas des choses, si s'en est passé des trucs. Donc, arrivé à l'adolescence, en fait, je me posais toujours cette question, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou est-ce que j'apprends du caté, mais finalement, il n'y a rien? Voilà, est-ce qu'on est seul dans notre souffrance, etc. Et un jour, on parlait avec des copines, et elle m'a dit, ah ben moi, je crois en Dieu parce que j'ai fait une prière et ça a marché. Et du coup, je me suis dit, ah, mais oui, bien sûr, il faut que je fasse ça et je vais demander un truc impossible. Et si ça se réalise, ben, c'est vraiment Dieu, il existe en fait. Donc, j'ai fait ça. Et, mais tu sais, avec une conscience d'adolescent de 12 ans, quoi. Tu réfléchis pas trop. Donc, j'ai fait une prière le soir qu'on m'avait apprise au caté, la seule que j'avais retenue. Et j'ai demandé à Dieu, donc je me suis adressée à Dieu. Je dis, ben voilà, si tu existes, fais que demain, je puisse aller voir telle personne. Pour moi, c'était une personne qui était assez inaccessible parce que c'était une personne très populaire. Et comme j'ai dit, moi, j'étais très complexée. Et du coup, je me diminuais tout le temps. Puis j'étais extrêmement timide. Enfin, je parlais pas, je décochais pas un mot à des inconnus. Donc, honnêtement, c'était très compliqué. Oui, cette personne, j'avais besoin d'aller lui parler parce que je voulais une information qu'elle détenait et que je pouvais pas avoir sans elle. Et du coup, je demande, bah voilà, demain, en plus, je dis bien demain, fait que je parle ou que j'aille parler, je ne me souviens plus, à cette personne et que je lui demande voilà, ce que j'ai besoin de savoir. Et amen. Et puis voilà, quoi, je passe à autre chose, je m'endors. Et le lendemain, en fait, clairement, j'ai oublié. J'ai zappé que j'ai fait cette prière.
Et je suis avec des amis. Et à ce moment-là, je me souviens très bien que je perds le contrôle de mon corps. C'est une sensation très bizarre. C'est-à-dire que j'ai perdu la vue. C'est comme si ma vision, c'était une caméra sur laquelle tu avais jeté de l'eau. Donc, ça faisait tout flou. Tu vois des formes, mais tu ne sais pas ce que c'est exactement. J'avais perdu l'ouïe aussi. Donc, c'est pareil, j'entendais comme ça. Et au niveau du corps, je sentais que mon corps marchait, mais moi, je n'avais aucun contrôle sur lui. Et ça arrivait en 1 seconde. Et ça a duré plusieurs minutes. Donc, j'ai senti que mon corps bougeait, qu'il se passait quelque chose, mais vraiment, je n'avais plus aucune conscience de moi-même. Et je suis arrivée au bout d'un moment à entendre quoi. Et là, j'ai ouvert les yeux. Enfin, j'ai ouvert les yeux. Je les avais déjà ouverts, mais j'ai récupéré ma vision, j'ai récupéré mon ouïe, j'ai récupéré le contrôle sur mon corps. Et devant moi, il y avait la fameuse personne à qui j'avais besoin de parler et qui était en train de me demander ce que j'avais dit, car visiblement, j'avais parlé sans m'en rendre compte, mais j'avais dû dire un truc qui ressemblait à rien. Donc à ce moment-là, j'étais obligée, quelque part, mise au pied du mur, de lui poser ma question. Et donc, je suis devenue rouge comme une pivoine. Ça me touche ce que tu dis, c'est très beau, c'est fort. Pour moi, ça a été vraiment le signe qu'il y avait vraiment quelque chose quand je priais. Et c'est un signe très, très fort. Je pense que si j'avais pas vécu ça, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé par la suite. Du coup, à partir de là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de prières, en fait, parce que je me suis dit, c'est un truc de malade. Donc, le message que tu nous donnes, waouh, tu vois, ça me touche, moi, parce que j'ai beaucoup de mal à demander. C'est fou. Parce que j'ai beaucoup de mal à demander. Et c'est vrai que le message que j'entends, c'est qu'il faut oser prier, oser demander, c'est ça? Oui, Jésus disait, demande et tu recevras. Pour le coup, j'ai été servie, ouais, c'est clair. Après, ce que j'ai compris par la suite, puisque comme j'étais qu'une ado, moi, j'ai juste compris, waouh, c'est un truc, c'est une lampe magique, je prie, il y a quelque chose qui répond, il se passe des trucs de dingue. Et surtout qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai eu cette prise de conscience, mais ça a déclenché plein d'événements derrière qui m'ont ouvert plein de portes. D'accord. Et donc, j'ai beaucoup prié tous les soirs, je priais, parfois c'était 20 minutes, 1 heure. Alors, quand on dit prier, c'est intéressant, ça, je trouve. Ça va aider peut-être les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que ça veut dire de prier? Alors moi, à l'époque, du coup, j'avais encore le modèle catéchisme, donc je faisais un Notre Père, et après, je parlais à Dieu. Le Notre Père devait durer quoi, 5 minutes, et après, je blablabla. D'accord. Je papotais avec Dieu, en fait. Et du coup, soit je lui racontais ma journée, soit je demandais des choses, soit je disais merci aussi pour ce qui était arrivé. Mais j'avais pas compris. C'est quelque chose de très simple. La prière. Oui, c'était tellement simple, c'est juste fait avec le cœur en fait, clairement. Le Notre Père, j'avais de la facilité à le faire parce que j'aimais bien cette prière aussi. Elle avait un sens pour moi dans ce qu'on disait. Je n'étais pas en train de réciter un texte qui avait qui vibrait pas à l'intérieur. Ça te parlait. Ouais, ça me parlait. Donc, il faut trouver un texte. Chacun, je sais pas, je parle aux gens qui nous regardent. J'espère que le son est bon parce que j'entends des petites vibrations. J'espère que ça se passe bien pour le film, en tout cas. Donc, l'idée, ce serait de trouver un texte qui nous fait vibrer, qui touche notre cœur, qui peut-être génère des larmes ou qui nous touche, quoi, en fait. Quand on est touché, il y a des choses qui se passent, des manifestations dans notre corps, et on peut le savoir comme ça, qu'on est touché, en fait. Donc, trouver un texte et demander ce dont on a besoin avec le cœur, pas avec notre tête. Ouais, voilà, je pense que c'est surtout ça l'important. Je suppose que le texte a son importance. Je pense que le texte, plus tu le répètes, plus s'il vibre en toi, plus tu te connectes à quelque chose en toi et à l'extérieur de toi. Après, le Notre Père, je pense que c'est une prière qui a tellement été dite, redite, qui a un égrégore très positif autour aussi. Mais bon, ça sert à rien de la dire si si ça vibre pas. Je pense que ça me parle pas trop. Après, je pense que l'essentiel, c'est surtout comme tu l'as dit, de faire tout avec le cœur. Je pense que c'est l'intention qui prie, mais quelqu'un qui récite rien, mais qui a une telle volonté, une sincérité dans son cœur, ça sera toujours entendu quelque part. Oui, je comprends. Après, quelque chose qui est important pour moi, c'est que j'ai compris par la suite, à force de prier, c'est que quand tu demandes des choses qui sont pas bonnes pour toi, on va pas te les apporter en fait. Et ça, c'est l'ego, tu vois, qui refuse. Parce que quand j'ai continué à prier, moi, c'était ma lampe magique, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je demandais des trucs, plein de trucs. Mais en fait, au bout d'un moment, on a arrêté de me répondre parce que c'était injuste ce que je demandais.
parfois pour moi, mais aussi pour les autres, parce qu'il y avait des demandes qui étaient un peu égoïstes finalement. J'avais 12 ans, faut pas oublier, quoi. Donc, j'ai réalisé, mais longtemps après, que en fait, c'est pour ça qu'on avait arrêté de me répondre. C'était pas qu'on m'avait abandonnée à nouveau. Donc, j'ai grandi avec ça en me disant, il y a quelque chose qui existe. Mais j'ai lâché, en fait. Parce que voyant qu'on me répondait plus, je me suis dit, ça s'est arrêté, la mécanique est cassée, c'était cool, mais voilà, j'ai lâché. Et arrivé vers l'âge de, c'était pas longtemps après, finalement, 13 ans, je suis tombée sur une professeure de français qui tirait les cartes. Voilà, elle tirait les cartes pour elle, mais elle avait appris à une copine entre midi et 2 au poste de la récré. Original. Elle tirait le tarot de Marseille et les cartes à jouer. Et du coup, moi, ça m'a vite fascinée. Et puis déjà, à l'époque, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, je suis née le 31 octobre. Et donc, à chaque anniversaire, il y avait le monde d'Halloween, il y avait la Toussaint, le jour des défunts. Il y a tout ce côté un peu monde spirituel très proche du monde physique sur ces dates-là. Donc, ça m'a toujours passionnée. Et je me suis toujours intéressée pour les gentilles sorcières ou la magie blanche, des choses assez ésotériques, mais toujours positives, parce que j'aimais pas du tout les choses négatives. Justement, j'en avais assez mangé en vision, donc on n'a pas besoin de ça. Donc, quand elle a sorti les cartes, moi, de suite, ça m'a parlé. Mais bon, j'étais pas assez proche de cette professeure pour qu'elle m'enseigne. Donc, c'est ma copine, un jour, qui m'a dit, voilà, je te donne une feuille, donc le carreau, c'est bien, c'est comme ci, comme ça, le trèfle, c'est ça. Vraiment un truc tellement succinct que c'était hyper dur de tirer les cartes avec ça. Et en fait, j'étais tellement passionnée par ce truc-là que j'ai fait des tirages de cartes, mais je sais plus combien. Au départ, je comprenais vraiment, mais rien. Je voyais juste des cartes à jouer, je me disais, non, mais j'y arriverai jamais. Et à force de le faire, en fait, je suppose que j'ai dû développer des capacités psychiques sans m'en rendre compte. Et j'ai commencé à me dire, ah ben là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à arriver à prévoir des choses, effectivement, ou à voir des choses dans les cartes. Et à cette même période, je rêvais aussi énormément. J'ai toujours beaucoup rêvé la nuit. Et j'ai commencé à m'amuser à me souvenir de mes rêves, en fait, le matin. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça me fascinait le fait qu'on était capable de créer autant de choses la nuit. Tant de détails. Et finalement, pourquoi Et en me souvenant de mes rêves, j'ai commencé à me rendre compte que, en fait, j'avais des prémonitions la nuit, que je rêvais parfois de ce qui allait se passer dans la journée. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'interprétation des rêves, mais bon, avec des trucs très très succincts, encore une fois, des dispos des rêves que tu trouves sur Internet, et puis surtout ton propre vécu. Hein. De voir que tu rêves de telle personne et le lendemain, elle te dit la même chose, enfin, des choses comme ça. Quoi. Donc à partir de là, je pense que je suis rentrée plus dans une phase où j'ai développé les capacités psychiques, plus ésotériques, mais pas dans son sens négatif. D'accord. Puisqu'encore une fois... Oui, pardon. Excuse-moi, ce que j'entends, c'est que tu avais déjà ces capacités-là, parce que pour t'y intéresser, forcément, c'est que c'était là en toi. Ouais. Oui, non, mais et clairement, c'était inspiré déjà par ça. Comme ça nous fait plaisir, comme ça nous met en joie, et ben ça se développe en fait. Parce que c'est pas quelqu'un que ça n'intéresse pas que ça va se développer, chez quelqu'un que ça intéresse pas, que ça va se développer. Donc je pense que toi, c'était là et que comme c'était vibrant en toi, tu es allé vers ça et ça s'est posé quoi, ça s'est installé en toi. Du coup, tu as pu en faire quelque chose. Oui, bien sûr, il y a de ça. Et puis je pense que ça m'inspirait depuis que j'étais petite. Mais par contre, paradoxalement, comme j'avais, tu sais, ces visions et ces sortes de tics, etc., moi j'appelais ça des pensées parasites. À l'adolescence, c'était plus devenu comme ça. C'était une pensée qui arrivait. Je fais comme ça, parce que c'était vraiment comme un coup de marteau, tu vois. Ouais. Et elle était négative, elle était sombre, rouge, parce que j'avais donc beaucoup d'images de sang, ce qui était assez dégueulasse. Et encore une fois, j'avais cette sensation que ça ne m'appartenait pas, mais je ne pouvais pas dire d'où ça venait. Et je me disais, si je pratique quoi que ce soit de vraiment spirituel, il va m'arriver des bricoles parce que je n'ai pas géré ça. Et ça va me faire des bêtises. Et du coup, c'est pour ça que tout ce qui était pratique, vraiment, tu vois, les esprits, par exemple, je me posais beaucoup de questions. Mais j'étais quand même encore à une époque où, bon, ça n'existait pas trop. J'étais comme Saint Thomas, je vois que ce que je crois. Je me disais, je vais quand même pas le faire parce que je le sens pas. Il y a vraiment un instinct qui me dit, ne le fais pas. On m'a proposé plusieurs fois. Spiritisme, tout ça, et j'ai toujours dit non parce que j'ai senti, je me suis dit, non, pas bon, pas bon. Tu as vraiment écouté ton ressenti, quoi, en fait. Ouais, je pense que j'ai eu un très bon ange gardien, surtout. Donc voilà. Oui, mais si on ne l'écoute pas, oui, c'est vrai. Parce que moi, je pense qu'il communique par notre ressenti, et si on n'écoute pas nos ressentis,
on peut aller là où il ne faut pas. Oui, effectivement. Je pense que j'ai été protégée de certaines choses qui n'étaient pas très saines. Ouais, d'accord. Ouais. Et je continue peut-être sur ça ou Du coup, en fait, là où tu en es, je me dis que comme tu avais encore, on va dire, comme tu dis, ces pensées parasites, c'est qu'il y avait quelque chose à te libérer. Comment tu as pu te libérer de ça? Effectivement, c'est le gros morceau. Parce que donc après, il y a eu pas mal de rencontres. Alors attends, il faut que je te le refasse dans l'ordre pour pas me perdre. Parce qu'on va pas tout donner le détail. Non, non. Essaie d'aller, on va dire, à l'essentiel. À l'essentiel, ouais, voilà. Pour moi, faire prendre conscience que tu as su écouter ton ressenti. Tu t'es dit, faut pas que j'aille là parce que c'est dangereux pour moi. Mais par contre, il y a quelque chose à faire peut-être avant d'y aller. Voilà. Et comment tu as pu rencontrer ces personnes, sans doute, je sais pas, tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé. Et donc, du coup, elles sont venues à toi ou la vie te les a envoyées peut-être de façon... Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors effectivement, il y a eu plusieurs rencontres sur mon chemin au niveau déjà de ses capacités énergétiques ou psychiques. Donc, je parlais des cartes après, il y a eu des choses par rapport au magnétisme, etc. Et c'est vrai que toutes les rencontres, elles se sont toujours passées par hasard. C'est jamais moi qui ai prévu. C'était toujours des circonstances... je ne sais même pas comment décrire ça. Tu ne peux pas l'imaginer toi-même, en fait. Soit quelqu'un qui avait le même nom de famille que moi, soit quelqu'un qui était ma voisine mais que je rencontrais que maintenant, enfin des choses comme ça. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est lors d'une période très très difficile. J'ai eu une accalmie en fait au niveau de ces pensées que je décrivais à un moment donné dans mon adolescence, pour la simple et bonne raison que j'ai commencé à m'autodétruire sur cette période-là. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir peur de ce côté sombre, je m'en suis un peu délectée, entre guillemets, c'est un peu fort comme terme, mais parce que je me détruisais beaucoup psychologiquement, etc. Et un peu physiquement, mais surtout psychologiquement. Et c'est difficile à dire ça sur Internet. Psychologiquement, parce que du coup, je me rabaissais constamment. Il y avait aussi des raisons. C'est une période dans ta vie où tu t'entends pas forcément très bien avec les membres de ta famille. Bon, voilà. Il y avait des conflits, etc. Donc, le fait d'être rabaissé, il y avait vraiment une grosse raison à ça. Ensuite, physiquement, parce que j'étais entourée d'amis qui se scarifiaient, d'amis suicidaires. Et d'ailleurs, des années plus tard, j'ai appris que c'était des personnes qui avaient souvent vécu des abus sexuels, des choses assez graves, en fait, ou qui étaient battues. Donc, elles avaient leurs raisons. Donc, ça a quand même déteint, je pense, sur moi. Si on était amis tous ensemble, il y avait une raison. C'est qu'on avait tous une souffrance intérieure. Et encore une fois, j'ai eu un très bon ange gardien parce que moi, je me suis jamais scarifiée jusqu'au sang. Pourquoi? Parce que j'avais peur du sang à cause de toutes mes visions. Comme si, finalement, le sombre qui était en moi m'avait également protégée. C'est ça qui a été comique. Donc, voilà, j'ai commencé des destructions un peu de ce style-là, mais sans jamais aller trop jusqu'au bout parce que il y avait quelque chose en moi qui me disait que finalement je tenais trop à la vie pour jouer avec ça. C'était comme un appel au secours en fait, ces choses-là. Hein. Ouais, une provocation, et souvent je le faisais parce que j'avais tellement de colère en moi que j'avais besoin de l'évacuer. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément par désespoir que je le faisais, mais plus parce que j'en avais vraiment marre. Quoi. Je me sentais pas à ma place. Et donc suite à ça, si je dis pas de bêtises, donc en fait je suis arrivée j'avais grandi déjà. Je suis arrivée dans une période, je me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Oui, c'est ça. C'est un ami en fait. Encore une fois, tu vois, sur mon chemin, alors que moi j'essayais de m'éloigner du monde des esprits et tout ça. C'est un ami qui arrêtait pas de me rabâcher, de me parler d'histoire d'esprit et qui me disait mais toi t'as un truc, et tu les sens, tu les entends, tu les sens plutôt. C'est vrai qu'à l'époque, je décrivais qu'à la maison, je sentais quelqu'un qui me touchait l'épaule, qui me chatouillait les cheveux. Il y avait des portes qui s'ouvraient. Il me semblait bien qu'il n'y avait pas de courant d'air. Il y avait des odeurs. Parfois, c'était des odeurs de fleurs vraiment très, très fortes qui arrivaient. Et je me disais, mais c'est impossible. Il n'y a pas de fleurs dans ma chambre. Comment ça peut venir? Et puis, c'était tellement fort que voilà. Donc, j'avais eu pas mal de petits signes comme ça qu'une vie existait ailleurs. Et en fait, là, ça a tourné à quelque chose de pas sympa du tout. Donc en fait, j'ai vraiment fait une grosse chute. Alors encore une fois, j'avais strictement rien pratiqué, mais ce copain me décrivait à l'époque qu'il avait l'impression
faut savoir que ce copain était très sceptique. C'était pas du tout quelqu'un branché médiumnité. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un avec un esprit scientifique. Et il me disait, j'ai l'impression qu'il y a une présence autour de moi et que chez moi, j'arrive plus à faire ma petite bulle dans laquelle j'aime bien méditer, me ressourcer. Ok. Et un jour, j'ai senti quelque chose de très froid, en fait, se coller à moi lorsqu'on était ensemble en cours et que cette personne me parlait. J'ai l'impression que ce truc froid est rentré avec moi, chez moi. Et j'ai senti quelque chose de vraiment glacé le long de mon dos arriver, parce que c'était un jour où j'avais très peu mangé, parce qu'à l'époque, j'étais complexée par mon poids de manière très stupide, parce que j'avais un copain qui voulait que je rentre à tout prix dans un 36 et pas un 38, tu vois. Et du coup, je me forçais à pas manger ou vraiment à faire du régime, alors que j'en avais pas besoin. Avec le recul, c'était vraiment, vraiment ridicule. Et donc, je savais pas si j'étais en train de faire une grosse crise d'hypoglycémie ou si vraiment il y avait quelque chose de paranormal. Comme j'ai dit, je croyais pas trop quand même aux esprits. Donc, j'ai quand même d'abord pensé à la cause logique. Et à partir de là, j'ai senti ce truc froid rentrer dans mon corps. Et quand je me suis relevée, j'ai eu l'impression de perdre la tête. Vraiment de devenir folle. Et ça m'a fait très peur. Comme si je perdais ma conscience. Et comme si, je sais pas décrire, c'est très bizarre. Et je suis allée voir ma mère, je lui ai dit ça va pas. Elle m'a donné un sucre. Et moi, à ce moment-là, j'ai de suite repensé au Notre Père que je faisais quand j'étais petite. Je me suis dit, là, vaut mieux que je fasse ça parce que je le sens pas. Et donc, j'ai demandé si vraiment, j'ai appelé au secours, j'ai dit si vraiment il y a quelque chose, enlevez-le. Et du coup, j'ai senti ce truc froid dégager de mon corps et j'ai repris mes esprits de suite. Et en même temps, j'ai mangé le sucre. Donc, je ne saurais jamais ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Si je faisais juste une crise d'hypoglycémie ou s'il y avait autre chose. Par contre, la suite, j'en suis sûre et certaine. À partir de là, j'ai eu vraiment des pensées et des visions comme quand j'étais petite, mais en pire fois 10 000, quoi. C'est-à-dire que ça me lâchait jamais, du matin au soir. J'entendais des choses vraiment très malsaines. C'était très religieux et très anti-religieux pour le coup. Et donc, j'ai pas trop envie de citer ce que c'était. Bien sûr, et je me suis dit, là, encore une fois, ça m'appartient pas. À cette époque-là, je pratiquais plus la religion. J'en avais rien à faire de cette théorie religieuse ou anti-religieuse, encore moins. Je me suis dit, ça m'appartient pas, vraiment, c'est pas possible. Et comme c'était tellement religieux, je me suis dit, mais si j'en parle, mais on va me prendre pour une tarée, je vais finir à l'hôpital psychiatrique, j'en étais persuadée. Et d'ailleurs, effectivement, que j'ai rien, enfin, heureusement que j'ai rien dit, parce que quelques années plus tard, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, mais t'as bien fait de pas nous le dire parce qu'on aurait été tellement dépourvus qu'on t'aurait forcément mis sous médicaments. Il n'y avait que ça qu'on aurait pu faire. Et du coup, donc, j'ai vécu avec ça pendant un moment. Honnêtement, ça n'a pas duré si longtemps, ça a duré 2 mois, mais c'était l'enfer, vraiment l'enfer psychologique. Tu te lèves avec la terreur et tu te couches avec la terreur, tu peux plus rien faire dans ta journée. Pas de chance pour moi, à l'époque, on étudiait les films de fantômes là où je faisais cours, parce que j'étais en cinéma. Donc, c'est con. Tu vois, tu arrives, tu essaies de te libérer des esprits. Ben non, on t'en remet une couche à l'école. C'est bête. Ouais, c'était pas pour rien, du coup. Ouais, voilà. Donc, j'ai dit à mon ami qui me parlait des esprits de plus jamais m'en parler, que je voulais plus jamais toucher un truc, tout ça, mais tout l'ésotérisme, tout, j'ai vraiment tout coupé. Et c'était horrible pour moi parce que quand je parlais à quelqu'un, j'avais l'impression que parce que j'étais là, il allait lui arriver des mauvaises choses. C'est clairement ce qu'on m'envoyait dans les pensées. On me torturait en fait en permanence. C'est comme si tu as quelqu'un à côté qui te torture et qui te dit tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, qui te fait culpabiliser à l'idée d'être là et d'être avec les autres. Donc je ne pouvais plus écouter la musique, je ne pouvais plus regarder un film, je ne pouvais plus parler avec les gens que j'aimais. Je faisais semblant d'être là, mais je n'étais pas là. Donc j'étais obligée de faire des mots croisés, je ne sais pas pourquoi, alors que je n'étais jamais intéressée. C'était le seul truc qui m'apaisait. Pour fixer ton attention. Ouais, et j'étais impatiente d'aller dormir pour partir de ce monde, en fait. Et au bout de 2 mois, je me suis dit, si ça continue comme ça, c'est pas possible une vie comme ça. Et comme je voyais vraiment pas d'échappatoire, je me suis dit, soit je me suicide, soit avant quand même, je teste de faire un autre père, parce qu'au fond, j'avais envie de vivre, j'étais pas déprimée, quoi, à la base. Donc, j'ai refait cette fameuse prière et j'ai demandé de l'aide, encore une fois. Et j'ai senti comme quelqu'un m'envelopper
mais très bienveillant, de la chaleur, et j'ai vu une vision pour le coup très positive de pluie d'étoiles. Et à partir de là, dès que j'entendais ou j'avais une pensée qui ne m'appartenait pas, il y avait cette pluie d'étoiles qui venait recouvrir ce qui était mauvais. Et j'ai commencé à m'en sortir comme ça, et au final, j'ai réussi à m'en sortir toute seule, entre guillemets, comme ça. C'est-à-dire que tout est parti, mais j'avais pas compris pourquoi ça m'était arrivé, j'avais pas mûri vraiment. Donc forcément, c'est revenu à une autre période. Tu avais quel âge à ce moment-là? Bonne question. Je devais avoir vers la vingtaine. D'accord. Okay. Pas beaucoup plus. Non, pas plus, parce qu'après, c'était plus tard. Donc non, vraiment, c'était juste après le lycée, je pense. D'accord. Et donc ça s'est passé comme ça. Et ensuite, tu sais, tu peux pas t'éloigner trop de ta médiumnité. Il y a toujours quelque chose qui vient te le rappeler. Donc c'est là où j'ai refait des rencontres, où on m'a encore dit tu as quelque chose avec les esprits, mais il faut faire ça positivement. Là, on a commencé à m'expliquer que il y avait des choses à changer à l'intérieur. Fallait se protéger, fallait être dans la lumière, etc. Donc pour moi, ça a commencé. J'ai commencé à passer un petit peu du noir au blanc à cette époque-là. C'est-à-dire que tu vois, je portais beaucoup de noir, de gris, de toutes ces choses-là. J'ai fait un refus complet. Ensuite, je portais que des couleurs. Enfin, il y a eu des choses qui ont basculé un peu du jour au lendemain, parce que j'avais tellement vécu dans le noir pendant 2 mois qu'il fallait que je m'en sorte. Et on m'a conseillé de faire de l'écriture automatique. Et moi, j'étais pas pour à la base, parce que ça me faisait peur, en fait, surtout vu ce que je venais de vivre. J'en ai fait. J'ai pas entendu. De l'écriture automatique, tu sais, c'est quand tu laisses l'esprit contrôler ta main, en fait. Ouais, d'accord. Et la personne me disait c'est difficile, etc. Et bon, je ne passe tous les détails, mais en gros, j'ai fini par essayer. Et alors moi, par contre, ma main, elle est partie de suite. Et j'ai écrit plusieurs cahiers, en fait, de messages. Et au bout d'un moment, j'ai senti que je perdais un peu pied dans tout ça. Là encore, je te fais un gros raccourci, mais j'ai fini par rencontrer un magnétiseur, à la base pour de la confiance en soi, rien à voir. Et quand je suis rentrée dans sa pièce principale de soins, j'ai vu qu'il y avait plein de petits anges partout. Il y avait des trucs un peu perchés. Tu vois, des images. Je me suis dit, lui, il n'est pas comme tout le monde. Et j'ai retenu ça, tu vois. Et à la fin de la séance, il m'a dit, mais vous avez une aura. Il m'a dit, il y a plein de violets. Vous êtes médium, il faut faire quelque chose, etc. Et en fait, étonnamment, c'est rentré dans une oreille. Et puis, c'est ressorti. Tu vois, quand tu n'as pas envie d'entendre un truc... Et donc, je me suis dit, ouais, ok, c'est cool. Et à cette époque-là, je crois que je lui avais dit, je parle avec mon ange gardien par écrit, etc. Et c'est tout. Et comme je n'avais pas compris, donc j'ai eu à nouveau les pensées négatives qui sont revenues. Et justement, dans un des messages, un esprit m'a dit, je me suis trop foutue de ta gueule, je ne suis pas du tout ton ange gardien. Et là, j'ai perdu tous mes repères. Je me suis dit, mais qui me parle? C'est quoi les présences que je sens? Parce que je les sentais quand même... autour de moi, dans mon lit, des fois, donc des trucs assez flagrants. Une fois, j'ai carrément entendu une respiration, en fait, à côté de moi. Et je me suis dit, mon chat, il ronfle fort. Et donc, je me penche vers mon chat, pas de chat. Je me dis, mon père, il ronfle vraiment fort, pour que je l'entende de l'autre pièce. Je m'approche de sa chambre, il ronfle pas. Et là, je constate qu'en fait, j'entends la respiration qui m'a suivie jusque dans le couloir et qui me suit, clairement. Et donc là, j'ai flippé comme pas possible. J'ai dit, arrête. Donc ça s'est arrêté. Donc j'ai eu plusieurs, si tu veux, manifestations comme ça paranormales. Un objet qui tombe, qui ne peut pas tomber, des choses comme ça. Et donc à ce moment-là, je suis retournée voir le magnétiseur parce que je me suis dit, si ça recommence, c'est possible. Donc, en retournant le voir, je lui ai tout déballé, tout ce que j'avais jamais dit à personne. Voilà, il s'est passé tout ça. Il n'y a qu'à vous que je peux le dire parce que je vois bien qu'il y a des petits anges, donc vous allez pouvoir comprendre. Et donc là, il a commencé à me prendre sous son aile et à me faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de soins énergétiques. Et c'est là où ma vie a encore plus basculé du noir au blanc. Il m'a enseigné énormément de choses en très peu de temps. Il m'a dit à l'époque, j'ai l'impression que je dois tout vous enseigner à vitesse grand V. C'est pas juste avec parcimonie, c'est un gros bloc. Et comme j'avais pas l'argent, parce que souvent les gens ils disent oui, mais j'ai pas l'argent pour avancer. J'ai vraiment envie de témoigner de ça. Quand c'est ton chemin que tu dois y aller, tout s'ouvre. Et au niveau argent, du coup, ma mère m'avait payé les premiers soins, je m'en étais payé quelques-uns, mais clairement, après, c'était tellement colossal tout ce qu'il fallait faire que j'avais pas l'argent.
Donc, il m'a dit, c'est pas grave, je vous fais tout gratuit. Mais en échange, vous faites des petits travaux pour moi. Mais les travaux, c'était du pain béni pour moi. C'était écrire un blog, moi qui adorais écrire. C'était l'aider à faire des visuels. Et en fait, après, au bout d'1 an, il m'a dit honnêtement, je l'ai fait pour vous aider. Parce qu'en soi, il n'en avait pas plus besoin que ça. C'était pour que j'intègre en fait ce qu'il m'enseignait. Ouais. Et il m'a offert beaucoup de choses, honnêtement, des pierres pour me protéger ou pour m'aider à avoir une pensée plus lumineuse. Et il a été d'un soutien énorme parce que à l'époque, j'avais vraiment des grosses crises d'angoisse encore et de panique à cause de ces choses négatives qui revenaient. Donc quand ça allait pas, j'avais le droit de l'appeler ou il me disait il faut faire ci, il faut faire ça, voilà ça va, etc. Donc j'étais un peu, parce que c'était quelqu'un de beaucoup plus âgé, et j'étais un peu sa 3e petite fille spirituelle à cette époque-là. J'étais tout le temps fourrée chez lui, au point que mes parents, ça les a un peu inquiétés, parce que du coup, eux, ils n'étaient pas du tout dans tout ça. Ils se sont dit, oula, ça part dans quoi? Est-ce que c'est une secte? Est-ce qu'elle va bien? Elle est en train de se détourner de ses études, puisqu'à l'époque, j'étais en cinéma, pas du tout en médiumnité énergétique, quoi. Ni quelque chose de psychologique. Donc, ça pouvait faire peur, quoi. Et puis, il m'a enseigné aussi le rapport avec les anges gardiens, etc. Mais lui, c'était pas quelqu'un qui entendait des messages. Donc, il m'a plus enseigné le fait de comprendre comment les énergies fonctionnent. Et du coup, j'ai découvert les chakras, les méridiens, des choses aussi plus concrètes comme le système lymphatique, les blessures en lien avec le magnétisme, etc. Donc ça a été une période où tout a vraiment basculé. Mais je dirais que le gros point, ça a commencé là. Le gros point de bascule, si tu veux, ça a commencé là. J'avais vraiment, pendant les soins, du noir qui sortait. Je revoyais des souvenirs de quand j'étais enfant que j'avais complètement oublié et qui visiblement m'avaient traumatisée. Toutes les mémoires en fait que j'avais emmagasinées, ils sortaient, ils transmutaient la charge émotionnelle en fait. Mais au bout d'un moment, je suis arrivée à une limite avec cette personne-là, aussi des divergences d'opinion, de comment peut-être me traiter, etc. Et du coup, j'ai dû me séparer de cette personne. Et entre-temps, il m'avait envoyé là d'autres formateurs pour là vraiment apprendre, moi, à donner de l'énergie aux autres. Et c'est là aussi qu'il y a eu un gros palier, c'est-à-dire que lors d'une année où je suis allée me former, ça s'est fait en 3 étapes, à chaque fois que j'y allais, il se passait des trucs un peu fous, où j'avais des réactions très fortes sur les séances énergétiques, jusqu'au jour où j'ai vécu une séance qui était vraiment très particulière et où là, j'ai compris pourquoi j'avais eu des pensées aussi violentes, aussi terribles, pourquoi c'était anti-religieux. Alors ça, je l'ai à moitié compris à cette époque, mais je me suis dit, ok, il y avait bel et bien quelque chose que le premier thérapeute n'avait pas voulu voir. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait un traumatisme lié à la petite enfance et que c'était tellement enfoui. Et puis, j'étais trop jeune, en fait, pour me souvenir aussi, c'est ça le problème. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, j'entends encore ce message. J'étais trop jeune, tu ne t'en souviens pas. Qui est arrivé donc avant mes 3 ans, visiblement, donc difficile de s'en souvenir. Et je voyais que ça avait certainement déformé plein de choses après et que ça avait dû ouvrir des brèches. Et en fait, à partir de là, j'étais devenue un foyer pour plein d'énergie vraiment pas sympa, qui était venue me torturer. Et par contre, ce jour-là, il y a eu quelque chose de très beau, c'est-à-dire qu'on m'a retiré des choses qui étaient vraiment malsaines. Ça a été très éprouvant parce que pendant 45 minutes, j'ai fait que pleurer, j'ai tremblé, mais vraiment... comme ça, hein, c'était pas le petit tremblement. C'était limite presque une transe bizarre. J'étais vraiment très mal. Et quand ça s'est arrêté, j'ai eu l'impression qu'on m'avait tellement vidé de l'intérieur que je savais même plus qui j'étais, presque. Et pendant 2 mois, j'ai fait que pleurer, au point que mon ex-petit copain de l'époque m'a dit « Mais c'est pas possible, là c'est bon, ça suffit, j'appelle un psy, j'appelle quelqu'un. » Et donc ça m'en remettait une couche. Je disais « Non, ça va, mais il faut que j'évacue en fait. » Et j'avais perdu tous mes repères quelque part, ou presque. Donc ça a été très difficile, mais très salvateur aussi, puisque du coup, ça a balayé complètement cette histoire de pensée négative, de pensée parasite. J'ai compris que... c'est un nettoyage, en fait. Ah oui, c'était une tornade de nettoyage, là. Voilà. Mais je pense que ça aurait pas été possible si j'avais pas fait tous les autres soins. C'était trop violent. Tout à fait. Voilà. C'était prête. En fait, moi, je pense que tout arrive, tu vois, comment...
Mais il faut écouter. Il faut écouter vers quoi je dois aller et quelle personne je dois rencontrer, parce que il peut aussi y avoir des mauvaises personnes qui profitent. Donc, être à l'écoute de son ressenti. Est-ce que c'est bon pour moi? C'est ça qui est difficile, enfin, qui est pas forcément évident, quoi. C'est un apprentissage. Donc, tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment, on va dire. Oui. Et puis, des fois, il a fallu aussi se détacher de certaines personnes pour continuer à avancer, ce qui n'est pas évident non plus, parce qu'on se dit la personne a été si positive jusqu'à maintenant, pourquoi là, maintenant, elle ne le serait plus? Mais pourtant, si, il fallait qu'il y ait une rupture. Donc, je pense que c'est normal, en fait. À un moment donné, on a besoin d'une personne, elle nous apporte énormément. Et au bout d'un moment, on sent que on n'en a plus envie, ou elle nous agace, ou il y a quelque chose qui fait que on doit couper. C'est peut-être ce que tu as ressenti. Et c'est parce qu'on doit passer à autre chose. Oui, complètement. Je devais passer à autre chose. Et comme j'avais du mal, je pense qu'on m'a envoyé des personnes de mon entourage qui étaient un peu plus décoffrage pour que je comprenne, qu'on me dise la vérité, qu'on me montre, là, ça va plus. À être à l'écoute de tous les signes, quoi, en fait. Ouais, clairement. Bah, bravo, c'est pour ça que je dis que... merci. Mais je dis surtout que j'ai eu un très bon ange gardien, parce que plein de fois, chaque fois où ça aurait pu dériver, c'est comme c'est quelque chose qui a fait que c'est toujours bien découpé, en fait. Mais comme tu dis, peut-être aussi, c'est vrai, j'ai accepté d'entendre l'intuition. Ouais, je pense. Donc, du coup, à quel moment tu as pris cette décision d'en faire ton activité, quoi, en fait? Cette décision, je l'ai prise quasiment dès le début, quand j'ai rencontré le magnétiseur ou bioénergéticien qui m'a vraiment fait tous les soins. Parce que j'ai l'impression de rentrer dans le monde d'Harry Potter. Je me suis dit, tous mes rêves sont en train de devenir réalité. C'était un truc de dingue pour moi. Après, il y a eu le fait de passer par différentes formations. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai quand même terminé mes études. Je me demande si je les ai terminées plus pour mes parents que pour moi. Je pense pour moi aussi, quand même. Mais ça les rassurait également. Après, je suis quelqu'un qui aime aller au bout des choses, donc ça m'aurait dérangé de laisser ça en plan. Et ça aurait été dommage aussi. Et puis, heureusement que je l'ai fait, parce que ça m'a laissé le temps de mûrir encore. Tu étais très jeune. Une fois que tu es jeté dans la fosse au lion, parce qu'en fait, moi, j'ai terminé mes études et j'ai de suite ouvert mon auto-entreprise avec ce que je savais à l'époque. Donc, c'est vrai, quand j'ai commencé, j'étais entre guillemets très jeune. Pour les gens qui venaient, en tout cas, ça avait l'air, parce que quand j'ouvrais la porte, ils étaient toujours bien la bonne personne. Voilà. Et j'avais besoin de mûrir encore, parce que si tu veux, je pense que pour aider les autres à traverser ce qu'ils ont à l'intérieur, il faut d'abord que tu aies aussi cheminé en toi. Donc j'avais déjà pas mal cheminé, mais il me restait encore plein de choses à découvrir. Donc ça s'est fait tranquillement, et au départ, ça a été assez lent. Ça m'a confrontée au monde du travail aussi, et aux difficultés très concrètes, très enracinées pour le coup. Et ça m'a obligée, je pense, de revenir m'ancrer dans quelque chose de concret. Enfin, je décris ça un peu mal. Mais... Du coup, aujourd'hui, tu continues à cheminer, mais ça, je pense que c'est toute la vie. Oui, c'est qu'on chemine et qu'on avance, et d'accepter justement cette impermanence, quoi. Parce que des fois, on se dit, ah, ça y est, je suis installée. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, on voit bien qu'il y a encore des choses à dépasser pour encore évoluer et apprendre encore et se libérer, etc. Et c'est ça qui, me semble-t-il maintenant, aujourd'hui, fait la beauté de la vie, en fait. Qu'est-ce que tu proposes? On va parler de ça maintenant. Comment tu aides les gens aujourd'hui? Comment tu aides les gens aujourd'hui? Alors, actuellement, je te dis actuellement parce que cette année, je suis en plein cap à passer, justement, plein changement au niveau de ma médiumnité. Donc, je ne sais pas exactement de quoi sera fait demain. Plus ça va sur cette année 2020, plus ça s'intensifie. Du coup, actuellement, là, je propose des thérapies énergétiques, notamment... alors, les premières formations que j'avais faites, c'était le biomagnétisme, l'aurathérapie et la thérapie d'énergie intégrée, que j'appelle aussi plus rapidement en abréviation IET. Donc, ce sont 3 techniques différentes qui proposent de nettoyer le système énergétique, qui permettent de nettoyer les mémoires. Donc, les mémoires, ce sont tout ce qu'on a emmagasiné comme expérience, mais qu'on n'a pas forcément digéré. C'est quelque chose que je conseille beaucoup aux gens qui ont vécu des traumatismes, qu'ils en soient conscients ou pas. Comment ? C'est ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ça, c'est par quoi j'ai commencé, plus exactement. Aujourd'hui, j'ai développé aussi ma propre méthode
où je travaille également beaucoup sur l'énergie plutôt des différents organes, puisque donc je suis en train également de continuer de me former à la naturopathie. Il y a des choses très concrètes, parce que j'aime beaucoup le corps, les plantes, etc. D'accord. Et pour moi, tout ça fait qu'un tout, donc l'esprit et le corps doivent être reliés et pas séparés. Okay. Donc, en fait, en me rendant compte, en faisant les séances énergétiques, j'ai réalisé qu'il y avait toujours les organes qui revenaient, etc. On me disait pose les mains là, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je comprenne ce qui se passait. La naturopathie m'a aidé à comprendre, oui, les toxines s'accumulent là, ça correspond aussi à des émotions. Donc, bon, c'est un mix de tout ça que je propose actuellement. Il y a aussi la partie médiumnité, où là, je donne plus de guidance. Donc, c'est vrai que je me rends compte actuellement que mon truc, c'est pas vraiment de prédire l'avenir. Parfois, je peux le faire, mais c'est pas mon aspiration profonde. Pour moi, la médiumnité, c'est un chemin de foi avant tout, et c'est un chemin de cœur. Et quand on vient demander une aide par rapport à ça, je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience, que les réponses qu'on va avoir sont pas toujours celles qu'on attend, et que un message que je peux capter, alors aujourd'hui c'est pareil, ça se transforme beaucoup en ce moment. En tout cas, les informations que je vais recevoir, elles sont là pour nous aider à aller plus vers nous-mêmes, à mieux exprimer ce qu'on a à l'intérieur, à exprimer notre âme, vraiment la partie, j'allais dire divine de nous. Je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais cette partie-là profonde. Ça te parle à toi, parle comme ça. Après, voilà, notre partie lumineuse. C'est aussi apprivoiser nos ombres, parce que souvent on les sépare, la lumière et l'ombre, et mon chemin me permet de comprendre que plus on les sépare, plus c'est pire. Et au contraire, on doit apprendre à maîtriser ces ombres et pas à les refouler. Et ça, c'est tout un travail aussi qu'on peut faire en psychanalyse, qui est très intéressant. Donc en guidance, c'est plus pour répondre à des questions très profondes ou dénouer des situations dans lesquelles on se sent perdu. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi par rapport à leur chemin spirituel, pour savoir comment développer leurs capacités, etc. Comprendre ce qui bloque, pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter, soit à leur voix intérieure, soit à leur guidance extérieure, entre guillemets, même si rien n'est vraiment extérieur. D'accord. Donc, tu fais en présence ou à distance? Je fais les deux, à présence et à distance. D'accord. Donc, en dessous de la vidéo, je mettrai ton site. Enfin, tu me donneras les informations de ta chaîne YouTube, de ton site, pour que les gens, si ça leur parle et qu'ils ont envie d'aller vers toi, puissent te contacter si besoin. D'accord. Donc, pour terminer, ce que j'aimerais, puisque notre intention, c'était d'éclairer les personnes qui peuvent ressentir des choses comme tu as vécu, quel conseil tu pourrais donner? Alors, le premier conseil, c'est que s'il y a des pensées comme ça qui sont parasites, déjà, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Savoir qu'on n'est pas seul et qu'en fait, on peut trouver des gens à qui en parler, qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Et surtout comprendre que s'il y a des pensées ou des visions comme ça qui sont très dures, c'est qu'en fait, on a à l'intérieur de nous quelque chose, probablement un traumatisme, parce que c'est quand même assez fort, donc il faut que l'émotion soit très forte, qui est inconscient. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le doigt dessus directement, qui provoque ces choses-là. Et c'est comme... il y a deux manières de le voir. C'est-à-dire que psychologiquement, il y a quand même un phénomène de projection. Tu projettes quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, et ça va prendre différentes formes. Après, énergétiquement, moi, j'ai vraiment la preuve que le paranormal existe, donc je ne peux pas le nier. Donc, j'ai tendance à lier le côté psycho et le côté paranormal. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si psychologiquement, tu es en train de projeter des choses qui sont négatives, tu ouvres des brèches dans ton énergie qui peuvent ramener certains phénomènes énergétiques à toi, qui là seront effectivement indépendants de ta volonté. Mais les deux sont toujours intimement reliés. Tu ne peux pas avoir un phénomène paranormal sans qu'il y ait une cause psycho-émotionnelle derrière. Pour moi, c'est impossible. Voilà. Je comprends. Tout part de l'intérieur. Tout part d'une peur en général. Le tout, c'est de trouver la bonne personne qui puisse t'aider, trouver la bonne personne à qui parler. C'est ça qui n'est pas forcément évident. Oui, j'en ai conscience. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont d'abord essayé, alors c'est pas pour critiquer ce milieu-là, pas du tout, qui ont d'abord essayé la psychiatrie ou la psychologie, qui se sont pas sentis compris. Mais je pense que quand tu l'as pas vécu, que quand tu t'en es pas sorti toi-même par un moyen différent, c'est compliqué de l'entendre et de le comprendre. Après, heureusement, moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont neuropsychiatres, neuropsychothérapeutes, psychanalystes, psychologues, enfin de toutes les spécialités, qui sont très ouverts
et qui justement peuvent entendre ce genre de choses et comprendre qu'il y a une partie qui peut leur échapper. Mais eux, ils vont quand même traiter voilà, le problème de fond et quitte à renvoyer vers quelqu'un d'autre s'il y a besoin. Ils ne prendront pas la personne pour une folle. Et ça, c'est important. Et de préciser qu'il y a quand même ces milieux-là qui s'ouvrent considérablement. Bien sûr, ils ne vont pas l'afficher sur leur carte de visite. C'est toujours ça le truc. Il faut le savoir. Souvent, c'est du bouche à oreille. Tu accompagnes des enfants également? Oui, des enfants, ça m'arrive. Souvent, les enfants sont très sensibles en fait à tout ça. J'ai beaucoup d'enfants qui sont angoissés, qui sont hypersensibles, qui ne supportent pas l'école, qui ne supportent pas le collège, quitte à en faire parfois des dépressions. Des enfants, j'ai aussi le cas une fois d'une petite fille, ça c'était plus à distance, mais qui justement qui était sujette à un truc un peu paranormal. Qui entendait les pas la nuit dans sa chambre, etc. Donc, les parents peuvent venir vers toi s'il y a quelque chose. Oui, on a dû résoudre le problème pour tu habites où exactement? J'habite sur Bordeaux, enfin proche de Bordeaux. Bordeaux, d'accord. Donc les gens qui ne sont pas très loin de Bordeaux pourront te contacter en présence. Mais pour les personnes qui habitent un peu plus loin, c'est possible aussi de le faire à distance, que ce soit pour des enfants ou des adultes. On est d'accord avec ça? Oui, les deux. Déjà en parler, et puis peut-être tu peux orienter vers des personnes que tu connais. Aussi. Bien sûr. Okay. Est-ce que tu vois autre chose à dire, Marie? Oui, peut-être justement par rapport à tout ça, comprendre que, déjà tout part de la gestion des émotions avant tout, bien sûr. Et surtout, un des messages que j'ai envie de transmettre, pour moi, qui est très important, c'est que j'espère vraiment qu'un jour, les milieux médicaux, psy et plus alternatifs vont pouvoir s'unir, parce que je vois beaucoup une guéguerre encore entre ces milieux-là, même dans les médecines alternatives, et ça, je trouve que j'ai beaucoup de mal à le tolérer, je l'avoue. C'est très dur pour moi, parce que je me dis justement, on prône le fait qu'il faut s'unir. Si on se désunit entre nous, là, il y a un truc qui cloche. Et c'est vrai que pour moi, une de mes passions, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la puissance du cerveau. Du coup, c'est aussi quelque chose de très concret, hein. C'est pas que spirituel, mais pas du tout. Et je me rends de plus en plus compte que parfois on a des termes en énergétique ou en médiumnité pour décrire certaines choses. Quand je pose les mains sur quelqu'un, au niveau du cerveau, tu vois, souvent je vois comment les neurones ou les synapses s'envoient des informations, ou ce genre de choses. Je vois qu'il y a des chimies qui ne sont pas bien, etc. Et je me dis, c'est dommage de ne pas s'unir avec les domaines psy en particulier, parce que eux, ils ont des informations qu'on n'a pas, des mots en fait qui sont intéressants. Et nous, on voit des choses que eux n'ont pas aussi. Et si on arrêtait de se faire la guerre en fait en disant moi j'ai raison, toi t'as tort, et qu'on poussait au contraire les recherches scientifiques, on pourrait se rendre compte qu'il y a d'autres choses à découvrir. Et je pense qu'il pourrait y avoir de nouveaux traitements qui pourraient émerger. Je pense en particulier pour la schizophrénie, la bipolarité, qui sont quand même, ça représente beaucoup de personnes en souffrance. Et aussi comprendre aussi comment le cerveau capte les champs d'information. Pour moi, la médiumnité, c'est encore une fois pas que perché, pas que bisounours, c'est une histoire de fréquence, c'est scientifique en fait aussi à la base. Et c'est juste qu'on l'a pas compris correctement. On connecte à des champs d'information, et suivant notre niveau vibratoire, on connecte pas toujours au bon champ d'information. Comment est-ce qu'on peut régler ça, etc. Je trouve ça assez fascinant, et je trouve dommage qu'en France, on ait un tel retard. Des pays comme le Canada sont déjà bien plus avancés sur les recherches. Donc voilà, ça c'est mon message principal, c'est plutôt que de nous tirer dans les pattes, essayons de nous unir, de se comprendre, même si des fois on a du mal à se comprendre, mais c'est en faisant l'effort qu'on pourra aider les gens qui souffrent vraiment, plutôt que de se juger et de se dire lui il dit n'importe quoi, lui il comprend pas, etc. Mais toi, tu commences déjà, tu disais, à avoir des contacts avec des personnes beaucoup plus scientifiques, on va dire, et tu travailles déjà en partenariat avec ces gens-là. Alors, en partenariat, un petit peu, mais pas assez encore à mon goût. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que je peux renvoyer vers quelqu'un que je sais qui est ouvert. Ce désir, tu vas demander que ce partenariat puisse se réaliser, et c'est un beau message de fin, je dirais, parce que si on commence comme ça, toi, moi, si on ose justement, parce que il y a aussi cette peur d'être jugé et d'être mal. Moi, j'en ai conscience, j'ai encore peur de parler de tout ça, de ce que je fais. Donc, c'est nos peurs aussi qui vibrent entre nous. Donc, il y a encore du travail à faire sur nous, ce qu'on ressent, et puis du coup, pour aller vers les autres et créer ces partenariats. Et si
toi, tu commences, tu vois, ça va faire boule de neige. Donc, comme ça. Je pense que c'est quand même dans l'air du temps et j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Moi aussi, et puis c'est un de mes projets justement d'échanger avec des collègues qui sont dans ces domaines-là, surtout ceux qui sont en neurologie, parce que ils ont une connaissance géniale par rapport à tout ça. Bah, bien sûr. Et je suis très contente, là j'en ai rencontré un dernièrement, c'était super de pouvoir échanger avec lui et de lui dire, bah voilà, moi, je vois ça, et toi du coup tu as des infos. Eh ben, bravo Marie, parce qu'en fait tu vois, c'est comme ça que ça va drainer, je pense. En commençant par nous, puisqu'on a ce désir-là. Merci Marie, franchement. Ben, merci à toi Chantal. Voilà, tu as parlé de tout ce que tu pensais, tout ce que tu voulais. Oui, je pense. J'ai certainement peut-être zappé des choses, mais donc, le principal, il est dit. Voilà, en résumé, ce n'est pas un monde parfait, un monde de bisounours. Attention à ce qu'on fait. C'est pas ce que tu veux. Se libérer de nos blessures et de nos traumatismes avant d'accéder à toutes ces belles vibrations. De toute façon, quand on est dans des vibrations basses, c'est dangereux. Voilà, c'est le message qu'on peut donner. On est d'accord. Ben, c'est surtout, sans vouloir faire peur, mais c'est quand on est dans des vibrations basses, c'est surtout, là me vient, tu vois, que ça fait partie du chemin des fois. Des fois on se bat contre soi-même, mais en fait on doit passer par ce tunnel. C'est l'initiation quelque part de notre âme, entre guillemets. Il faut l'accepter. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se laisser tomber dans ce tunnel et d'aller au bout, de se faire aider, de ne pas rester seul, c'est ce que je disais, de comprendre qu'on n'est pas seul, et gérer, de commencer à apprendre à gérer ses émotions, parce que qu'est-ce qui crée le tunnel, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Donc comprendre qu'on a notre responsabilité sur ce qui est en train de nous arriver, même si c'est parfois dur à entendre. Au début, c'est dur. Tout à fait. Tout à fait. Donc on peut toujours se sortir de ça. Ce sera le mot de la fin, on va dire. Voilà. Je te remercie Marie. Merci à toi Chantal. Ça me fait plaisir de partager avec toi. Puis j'en profite pour dire aussi que je suis bien contente de te connaître, parce que tu as une belle énergie, un beau rayonnement. Et ceux qui ne connaissent pas tes petites bulles de confiance, je les invite à aller voir, parce que c'est chouette. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une première approche en tout cas. Alors, au revoir à tous et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.